Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ISQ.media, la 4e épisode de la saison. Hein? C'est bien ça? On a ce soir encore des chroniqueurs chevronnés avec nous. On commence avec Christian Gingras. Bonjour, Christian. Bonjour, Serge. Comment ça va? Très, très bien. Ça va bien. Ouais. Tu nous parles de quoi ce soir? Ben, du baseball des capitales, comme à chaque semaine. On a l'intention d'en parler à chaque semaine. Oui. Et puis de F1 aussi, pourquoi pas. Ben oui. Bon, c'est le fun d'avoir des nouvelles de la F1. On a aussi Jonathan L'Heureux avec nous comme chroniqueur chevronné, comme je disais tantôt. Toi, Jonathan, tu vas nous parler de... Ben moi, je vais parler d'art et d'art sportif. OK. D'art et d'art sportif. Ouais. OK. Et comme invité cette semaine, nous avons un ancien collaborateur, mais qui est revenu avec nous. On est très content de t'avoir avec nous. André Gagnon. Bonjour, André. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Oui, il est en forme. Toujours. André, toi, tantôt, tu vas nous parler de mode. Oui, exactement. Pourquoi pas? Ben écoute, par rapport à ce que je suis habillé, je pense que j'ai pas le choix d'en parler. Oui, puis peut-être que ça va nous donner des idées, nous aussi. Hein? N'est-ce pas, messieurs? Alors moi, ce soir, j'avais le goût de vous parler, pour commencer, des Juno Awards. Cette année, il y a beaucoup de Québécois qui sont en nomination aux Juno. Quand je dis beaucoup, on a les deux frères, Claude Pelgal, Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe et les Cowboys fringants. Les Cowboys fringants, cette année, ils sont assez en demande. Ils ont sorti des super de beaux hits. Puis cette année, ils sont en nomination, mais pas dans n'importe quelle catégorie. Ils sont en nomination dans la catégorie choix du public. OK. Donc, j'en profite pour souhaiter bonne chance à tous les Québécois qui sont au Juno cette année. Félicitations. Ben oui, c'est le fun. Ça va se passer à Toronto le 16 mai. Habituellement, c'est en mars, mais cette année, c'est le 16 mai 2021. Pandémie oblige. Mais les Cowboys fringants sont en nomination, mais pas avec n'importe qui. Ils sont en nomination avec The Weeknd, OK. Justin Bieber, Wow. Shawn Mendes. Fait que c'est de la grosse catégorie. Ouais. Fait Si je comprends bien, Serge, les Juno, c'est l'équivalent canadien des Félix au Québec. Oui, c'est exactement ça, mais là, c'est canadien. En Canada. Fait que je pense qu'on a des bonnes chances de remporter des beaux trophées. En tout cas, je le souhaite. On est de tout cœur avec eux. Tout à fait. Et toi, Christian, les capitales de Québec, quelle bonne nouvelle! Bien, écoutez, la saison s'en vient. On va voir comment ça va se dessiner pour le début de la saison. Mais il y a déjà plein de signatures qui sont réalisées pour la prochaine équipe. Donc, on a déjà une vingtaine de joueurs qui sont sous contrat avec les Capitales pour la saison 2021. C'est pas rien. Évidemment, la saison 2019 étant loin derrière nous, il ne faut pas s'attendre à avoir la même équipe. Loin de là. Non, il y a quelques joueurs qui reviennent. Surtout que la saison 2019 avait été difficile pour les Capitales. Oui. Une des pires de leur Oui, histoire. c'est vrai, je m'en rappelle. Donc, on a quand même quelques retours. On va revoir Jalen Jackson, le grand voltigeur. Il a été signé, là. Très spectaculaire, c'est signé. On va revoir Connor Panas, qui avait joué une vingtaine de matchs avec les Capitales en 2019. On va revoir Jesse Hodges, un avant-champ extrêmement dynamique qui veut jouer, ça paraît. Il a la hargne de la victoire. Il en mange. Il en mange du baseball, il va être là. On va revoir aussi David Glaude, qui n'a jamais joué avec les Capitales, mais qui est un vétéran des Aigles de Trois-Rivières, qui a été échangé pour T.J. White, qui va passer la saison 2021 avec les Capitales. Fait que ça va être intéressant de voir ça. Évidemment, Jordan Mandoulé, qui est un joueur qu'on connaît très bien, un Cubain qui est un excellent terraco au deuxième but. Je pense pas qu'on le voit cette année, bien sûr, avec la situation sanitaire. C'était ça ma question. Là. Ils ont signé des joueurs extérieurs, pas encore. Bien, la majorité des joueurs signés, c'est des joueurs canadiens et américains. OK. À peu près moitié-moitié pour l'instant. OK. Donc, on espère que la frontière va ouvrir à temps pour que les joueurs américains puissent venir. Pour l'instant, il y a des lanceurs quand même intéressants. Il y a beaucoup de releveurs aussi qui sont déjà sous contrat. On a assez de voltigeurs pour fournir la saison, je dirais. Oui, c'est ça. Il manque du personnel d'avant-champ. On a 2 receveurs qui sont signés. Mais pour l'avant-champ, il reste encore des signatures. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire du côté de Patrick Scalabrini pour aller chercher des bons joueurs d'avant-champ. On veut 24 joueurs pour la saison. Ça veut dire qu'on s'attend à en avoir beaucoup plus, un peu plus que ça pour le camp d'entraînement qui commence à la mi-mai. Alors, y a-t-il une date pour le camp d'entraînement ou pas encore? Oui, les dates sont déjà déterminées. Évidemment, il va falloir s'ajuster en fonction de la situation sanitaire, mais ça commence dans la 2e semaine de mai.
Je pense qu'on est bien parti. Hein? Ah, écoute, on va voir. C'est sûr que les joueurs canadiens, il y en a quand même une dizaine, sinon plus. Donc, en prenant ces joueurs canadiens-là, puis en ajoutant quelques joueurs qui pourraient être ajoutés à ça, on pourrait avoir un camp d'entraînement qui commencerait assez tôt au mois d'août. En tout cas, on a hâte d'aller prendre des photos. On a très hâte d'aller prendre des photos. On a hâte de sentir l'odeur des hot dogs. Des hot dogs du stade, oui. Même si je dois arrêter d'en manger. Si je me fie au conseil d'Annick la semaine passée, il faut que je coupe les hot dogs. Ouais. Puis toi, Jonathan, tu nous parles de la place Jean Béliveau. Oui, exactement. Ben là, on a déjà 2 œuvres qu'on connaît, là, la fameuse table de hockey des Stachny, et puis l'espèce de jet propulsé pour Jean Béliveau. Ouais. Ces 2 statues-là, bon, honnêtement, moi, c'est pas nécessairement mes préférés, mais c'est quand même exceptionnel. Là. Surtout celui de Jean Béliveau, c'est magique là, quand on est en avant et qu'on voit du bon angle. C'est unique. Oui, c'est vraiment... Dans les 2 cas, c'est unique. Oui. C'est sûr que quand on la voit de côté, c'est pas extraordinaire, là. Mais quand même, ça flash. Là. C'est vraiment l'expression « ça flash ». Et puis là, ben, on va avoir 2 nouvelles statues. On va en avoir d'autres, mais on en a annoncé 2 dernières. On a annoncé qu'il allait avoir Buddy Cloutier. Ben oui, ancien joueur des Nordiques. Et puis, le grand Guy Lafleur. Ah, ça, puis honnêtement, j'ai vu ce qu'ils ont montré comme croquis c'est quelque chose de beau, c'est magnifique. Honnêtement, ça va être vraiment génial. Là. Ça va être vraiment génial et j'ai hâte de voir comment tout ça va s'imbriquer pour que ça tienne. C'est haut, c'est gigantesque. Là. Celle-là de Cloutier, elle va être super belle aussi. Puis je trouve qu'elle ressemble plus à nos bronzes qu'on connaît. Ouais. Elle va être colorée. Elle va être un bleu pâle. Elle va être colorée, mais elle va être vraiment super belle. Métallisée un peu. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce que j'ai hâte de voir parce que sur la maquette, on la voit qu'elle est métallisée. Est-ce qu'en vrai, ça va être métallisé comme ça? Ça, c'est un questionnement que j'avais, que je n'ai pas la réponse. Si je comprends bien, Buddy Cloutier représente les Nordiques à l'époque de l'AMH. Exactement. Et Guy Lafleur représente les remparts. Les remparts de Québec. Les remparts de Québec. La première édition. Oui, la première édition. Et puis, écoutez, juste le voir là, défoncer le but, on voit les rondelles. Moi, je trouve vraiment l'idée là, extraordinaire. Si quelqu'un n'a pas encore vu et il veut voir les croquis, c'est où que tu... Sur Internet, mais on va les présenter ici. Là, on va les présenter pendant l'entrevue. Là. Et puis... il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a celui-là de Joe Malone. Je ne sais pas si vous aviez vu le... OK. Personnellement, là, je crois que c'est ma préférée. Okay. On le voit, il est debout avec son chien, avec son bulldog, qui était l'emblème de l'équipe à l'époque. Ouais. Et puis, il est debout, il se tient bien ordinaire. C'est ordinaire comment il est placé. Mais c'est comme des strates, comme des lignes. Je pas capable de l'expliquer, mais je vais le mettre sur la vidéo, vous allez bien le voir. Pour moi, ça va être la plus belle, vraiment la plus belle de tout le groupe qu'il y a là. Puis aussi, on attend Manon Réaume qui a été annoncé, qu'on attend de voir. Sylvain Côté qui a gagné 2 coupes au tournoi Pee-Wee, qui va avoir aussi droit à sa statue. C'est le fun, ça, par exemple, d'avoir pensé de prendre un joueur des... Oui. Puis j'ai une question pour vous. Ça, c'est une question. Le quiz. Oui. Combien vous pensez chaque statue coûte? Oh boy! Moi, je dirais autour de 300 000 par statue. 300 000? 150 000. 150 000? J'aurais pensé à 400, 450 000. C'est à peu près 200 000 par statue. Okay. C'est quand même beaucoup d'argent. On s'entend, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais je crois pour rendre hommage à tous ces gens-là. De toute façon, toutes les constructions doivent avoir un certain pourcentage d'œuvres d'art maintenant. Je crois que c'est quand même bien investi. Là. Puis ça va être très original. Écoutez, on est habitué de voir les bronzes. Moi, j'aurais aimé ça personnellement, que ce soit des bronzes comme on voit partout. Mais quand on va à la place Jean Béliveau, puis on voit les enfants qui vont là, puis qu'il y en a qui jouent sur les statues, je trouve ça magique. Je trouve ça vraiment magique. Là. C'est le fun à voir. C'est peut-être notre vision à nous, de personnes plus vieilles, qu'on veut des bronzes, on veut... Mais les enfants, eux autres, ils aiment ça. Non, je pense qu'ils ont voulu faire avec la place Jean Béliveau quelque chose d'unique. D'original, oui. D'original, puis je pense qu'ils ont... Personnellement, moi, j'aime beaucoup, je sais que je fais probablement partie de la minorité, mais j'aime beaucoup l'originalité, puis le côté unique des statues, des Stachny, de la statue. C'est sûr que quand on les a vus la première fois, on a tout fait « Oh! Attends une minute. » On a pogné quelque chose, on dit de même, mais c'est vrai qu'à force de les regarder... de regarder ça, puis les angles, puis il faut les voir en vrai. Oui, puis il faut le voir aussi sous un autre angle. La place Jean Béliveau, ça va être un tout.
Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que ça va donner au final. Une espèce de musée extérieur qui représente bien notre culture. Oui, exactement. Ah, ben c'est le fun. Fait que plusieurs autres statues en... Oui, il va en avoir d'autres. Marché, je ne les sais pas encore toutes, là, okay. Ils ne sont pas toutes annoncées, mais il va en avoir plusieurs autres encore. Ah, ben c'est cool. Écoutez, moi, merci Jonathan. Ça fait plaisir. Moi, j'avais le goût de vous parler des Oscars. Les Oscars vont se dérouler cette année, le 25 avril 2021. Ça aussi, ça a été retardé un peu. J'ai pas fait la liste des films en nomination parce que on n'a pas assez d'une demi-heure. Il y en a tellement. Sauf que j'avais le goût de vous parler des modifications des réglementations qu'ils ont dû faire cette année pour les Oscars. Parce que, puis il y a eu pas plein, mais plusieurs modifications, mais une entre autres que j'ai trouvée assez géniale puis qui pouvait comme pas passer à côté, c'est que avant, pour être en nomination, il fallait que ton film ait été présenté 7 jours consécutifs en salle. Ouais. On a eu un problème. Un peu difficile cette année. C'était pas facile. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de mettre en nomination les films qui ont été présentés à télé ou sur des sites payants. Tu sais, mettons, tu aurais voulu voir une exclusivité, te payer pour ça, bien, si ton exclusivité était là-dedans, bien, elle fait partie des films en nomination. Ah, intéressant. Mais ça va être seulement que pour cette année. Évidemment. On va revenir avec ça en salle. Fait que les Oscars, comme je vous disais, le 25 avril 2021. Puis, ben, c'est sûr qu'aux Oscars, qu'est-ce qu'il y a aux Oscars? Il y a des tapis rouges, il y a des beaux costumes. Et ce qui m'emmène à André Gagnon, qui va nous parler de mode. Salut, André! Bonjour! Hey, hein, ben, je suis sûr que tu ne nous parleras pas de mode d'Oscar, mais plus sportif et culturel. Oui, effectivement. Hein? Puis il y a une espèce de lien à faire quand même avec ça, parce qu'on parlait de Juno, on parlait d'Oscar. Bien entendu, le premier que j'ai à présenter ici, qui est une structure de velours, en fait, c'est un élément qu'on voit beaucoup lors des Oscars parce qu'on a un beau reflet qui se projette par la lumière sur ce type de velours-là. C'est quelque chose qu'on a vu énormément dans l'univers du jazz à l'époque. Puis qui maintenant revient énormément, même sur la scène de plusieurs styles de musique, le hip-hop, etc. Et pourquoi? Parce que souvent, on va prendre le chanteur et on va le mettre dans ce type de matière-là parce que ça ressort beaucoup. Donc, ça fait en sorte que le chanteur ne se confondra pas à la masse. Dû simplement aux projecteurs qui vont vraiment bien refléter ce type de matière-là. Vont ressortir, puis souvent, une belle façon d'être très classe sur un tapis rouge sans prononcer trop des aspects colorés sur un veston, sur un habit. Donc, c'est une belle façon de se distinguer, rester classe, refléter sur une scène également. Donc, le velours est un élément qu'on voit beaucoup dans l'univers de la scène actuellement. Sur les tapis rouges, c'est toujours un très grand classique. Parce que ça donne de la profondeur aussi. Oui, effectivement. Puis juste le reflet de la lumière, je ne sais pas comment on va le voir à l'écran actuellement, mais le reflet de lumière qui est projeté sur ce type de matière-là va aller chercher une espèce de lustré naturel à travers qui est fantastique. Dans le fond, c'est pas juste une question d'être beau, il y a une question de stratégie. Il y a une question stratégique. Si on rentre plus profondément à l'intérieur de ça, il faut choisir sa couleur par rapport à son teint de peau, par rapport à son niveau de coloration, par rapport à son type de transition, le cheveu versus la couleur de peau également. Donc oui, il y a un univers à bien connaître pour bien le maîtriser, pour bien projeter une belle image. Mais c'est ça qui est fantastique, le velours, on peut aller chercher vraiment n'importe quelle couleur, du plus pâle au plus foncé. Donc c'est toujours une belle solution. Fait qu'Oscar, il y a de la gueule. Oui, définitivement. D'un autre côté, j'ai ce mannequin-là ici que je trouve super intéressant parce que c'est quelque chose c'est un élément qu'on va voir beaucoup dans l'univers sportif, particulièrement au niveau du basketball. Sérieux? Il y a eu une évolution de la mode absolument incroyable dans l'univers du basketball versus quelques années où est-ce qu'on avait l'impression que les joueurs de basketball portaient des complets qui étaient trop grands pour eux, qui sont déjà grands. C'est vrai. On a vu, je ne sais pas si c'est les joueurs de basketball qui ont beaucoup de goût maintenant ou si c'est leur agent qui leur exige une présentation visuelle incroyable. Mais ce genre d'éléments-là qu'on appelle le window pane, le prince de Galles, les transitions de couleurs à travers les mêmes matières, c'est le genre de choses qu'on va voir énormément.
Et ce qu'ils vont oser, la plupart des gens, lorsqu'ils vont voir ce genre d'élément-là, vont simplement oser le porter avec le veston puis transiger vers une autre couleur de pantalon. Mais les joueurs de basketball vont oser le porter veston et pantalon dans le même tissu. Je ne savais pas que tu me dises avec des boxeurs. On en voit tous les genres. Mais honnêtement, ça le rend super bien. Ce qui est intéressant à voir également à travers ce veston-là, on est allé chercher une boutonnière faite à la main. Okay. Qui est contrastante pour aller chercher la même couleur que la ligne ici. Et au lieu d'aller chercher un bouton qui est fait de plastique comme celui de côté, on est allé chercher un bouton de nacre. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le nacre, c'est du coquillage qui a été sculpté pour donner une forme de bouton. Ça permet d'aller chercher un raffinement. Donc, à travers des substances qui sont super simples, on va chercher beaucoup de classe et de raffinement à travers un veston. Mais est-ce qu'on sait si les équipes professionnelles obligent encore le veston pour leurs joueurs après les matchs? Parce qu'on sait que c'était le cas il y a plusieurs années. Je ne sais pas s'ils l'exigent, mais c'est sûr et certain qu'en modèle de présentation, au niveau de quand ils se transigent à l'aéroport, on dirait qu'ils prennent plaisir à le faire. C'est toujours passionnant de mon côté de voir les images qui sortent sur Instagram des équipes qui se pointent à l'aéroport, qui sortent de l'autobus, qui sont tous bien habillés. Bien mis. Du pur plaisir. Mais c'est des beaux vêtements, honnêtement. Là, mais de savoir que les joueurs de basketball portent ça, ça me... Puis c'est souvent difficile de bien l'équilibrer parce que beaucoup de personnes vont essayer de superposer trop de couleurs ensemble. Mais encore une fois, je ne sais pas s'il y a des stylistes qui accompagnent les équipes. Sûrement. Mais sont bien conseillés, assurément. Mais c'est quoi la tendance des couleurs? T'as-tu regardé ça un peu ou tu vas nous revenir avec ça un petit peu plus tard? Je vais revenir avec ça parce que la tendance des couleurs, encore une fois, ça va dépendre de la teinte de peau puis la transition de couleurs. Dans les équipes de basketball, on voit beaucoup de personnes à peau foncée qui peuvent se permettre des couleurs beaucoup plus pâles. Qui leur va vraiment bien. Donc, c'est pour ça que les tendances de couleurs sont un peu difficiles à dire. Ça va dépendre du type d'équipe. Si on a plus de personnes à peau foncée, on a tendance à avoir des couleurs qui sont vraiment plus pâles, beaucoup plus rayonnantes parce que ça leur va bien. Des personnes comme moi qui ont la peau très blanche ont la tendance à aller chercher des couleurs qui sont plus foncées pour pas avoir l'air malade. On va s'entendre. On va essayer de se mettre en avantage. Là, ici, on essaie de ne pas être trop malade. Ah, mais c'est vraiment intéressant, André. C'est super le fun. Ça nous donne plein de belles idées. Puis si on a, pas si, on a plein de sportifs qui nous écoutent, qui voudraient se procurer ce genre de vêtements-là, on peut aller où? Bien, simplement venir me voir chez Sur Mesure. J'ai des échantillons à pu finir. Je pense qu'on est rendu à 14 000 échantillons actuellement. Donc, on en a pour absolument tous les goûts, tous les budgets également. Donc, autant une personne qui veut débuter une garde-robe ou une autre personne qui veut vraiment le véritable tissu qui a été coupé à Londres sur Savile Row. On a accès à toutes sortes de fournisseurs. Hey, wow! Sur mesure. Fait que les gars... on va attendre d'avoir un petit peu plus de popularité, mais on ira faire un tour sur mesure. Exactement. Merci beaucoup, André. C'était super gentil de nous introduire toutes ces belles choses-là honnêtement, que je ne savais pas. Ça me fait plaisir. Christian, on revient à toi. Formule 1. Oui, Formule 1. Écoutez, je vais vous parler cette semaine surtout des nouvelles livrées pour la saison 2021, parce que les voitures ont été dévoilées dans les dernières semaines. Mais avant tout, je vais commencer par vous parler de la série Drive to Survive sur Netflix, qui est sortie il y a quelques jours. Encore une fois, un grand succès planétaire. C'était la 3e saison. C'est la 3e saison. Probablement que plusieurs d'entre vous n'ont pas fini de la regarder encore. Non. Mais ça sent bien. Donc, c'est sur Netflix, Drive to Survive. C'est sorti la fin de semaine dernière. Il y a eu des essais du 12 au 14 mars sur le circuit de Sakhir à Bahreïn. Donc, les seuls essais, 3 jours. Mercedes, qui a dominé les 6 dernières saisons, n'a pas très bien été pendant les essais. Ah non? Pas tant que ça. Bon, c'est sûr que ce ne sont que des essais. Ils vont se préparer pour la première course qui a lieu en fin de semaine. Ça met un petit stress de plus aux ingénieurs. Red Bull semble très, très bien faire. Williams va peut-être surprendre. McLaren va peut-être surprendre aussi. Donc, ça va être une saison qui va commencer avec beaucoup de points d'interrogation. Est-ce qu'il y a des écuries qui ont changé de fournisseurs de moteurs ou ça a resté quand même? Quelques changements là, pour les fournisseurs de moteurs. Honda, maintenant, avec Red Bull. Avec Red Bull, c'est ça. Donc, il y a quelques changements de ce côté-là. Beaucoup de pilotes aussi qui ont changé d'écurie. C'est ça qui est intéressant. Ça va mettre du piquant pour le début de saison. L'autre élément dont je voulais vous parler, c'est les livrées. On en parlait tantôt.
Toutes les livrées ont sorti. La grosse controverse, c'est la livrée de l'écurie Haas. Hein? Haas, qui est la seule écurie américaine du plateau, dont le commanditaire principal est une entreprise russe. Ah, oui? Ben oui, c'est vrai. Propriété du père d'un des pilotes de l'écurie, Mazepin, qui lui-même a été victime d'une controverse dans les derniers mois suite à une vidéo publiée sur Internet. Donc, c'est un peu un scandale actuellement, parce que les gens disent une écurie américaine avec le drapeau russe, parce que clairement, la livrée ressemble au drapeau russe, et en plus, le drapeau russe est supposé être interdit dans les compétitions internationales à cause du dopage qui est pour les Olympiques. Ben donc, oui, il y a toute cette controverse qui vient nuire à l'écurie Haas. En tout cas. Mais la livrée, personnellement, elle est intéressante. Le bleu, blanc, rouge avec des belles lignes courbes. Les modèles ont-ils changé un peu de l'année passée ou c'est pas mal semblable? Les voitures sont très semblables à celles de l'année dernière. Pour 2022, de grands changements sont prévus. Dans l'aérodynamisme, les pneus, les roues vont être très différentes. Donc, en 2022, on va avoir des voitures complètement différentes. Mais pour 2021, ça ressemble beaucoup aux voitures qu'on a vues en 2020. Dans les autres livrées dont je voulais vous parler, entre autres, écoutez, Red Bull, Alfa Romeo, pas de changement, ça se ressemble beaucoup. Alpine, qui est le nouveau nom de Renault. De Renault, oui. Donc, avant ça, c'était jaune et noir. Nouvelle couleur, bleu, blanc, rouge aussi, mais le bleu est magnifique. Vraiment magnifique. C'est une des très belles voitures du plateau en 2021. Aston Martin, le nouveau nom de Racing Point. Les fameuses voitures roses. Rose, oui, c'est ça. Cette année, Aston Martin, c'est vert. Ça a toujours été vert. Le British Racing Green, qu'on appelle. Donc, toutes les voitures britanniques dans les années 50-60 étaient vertes. Ils sont revenus à ce vert-là, évidemment, un vert plus moderne, plus éclatant, mais quand même. Ça ressemble d'ailleurs au vert du Veston. Tout à fait. Chez McLaren, on conserve notre couleur orange et bleue qu'on avait l'année dernière. Chez Mercedes, on revient avec le noir, le gris, l'argent, avec un peu de raffinement, rien de spectaculaire. Chez Ferrari, c'est rouge. On a ajouté une petite touche de vert pour le drapeau italien. Je pense que ça va toujours rester rouge. Ça va toujours rester rouge. Chez AlphaTauri, bleu et blanc, c'est classique, c'est bien, c'est sobre, c'est parfait. Chez Williams, on a osé un peu plus. L'avant est réussi, l'arrière, plus ou moins. Les Britanniques sont fâchés parce que Williams a trop osé sur la livrée de l'arrière. Donc, ils veulent être en avant, fait qu'ils se foutent un peu de ce que ça a l'air en arrière. Mais moi, ce que je remarque, je ne suis pas un amateur de course nécessairement, mais ce que je remarque, c'est que les couleurs des véhicules, c'est quasiment un feuilleton. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est très... Il faut que les commanditaires soient visibles, il faut que les couleurs naturelles de l'écurie soient visibles. Ça fait parler. La F1, c'est un éternel scandale. Il faut qu'on parle de la F1. Tant qu'à parler de la F1, depuis 2013, Michael Schumacher est en coma. C'est dommage. Mais là, son fils... Complètement en coma. Non, mais c'est ça. Mais son fils fait son entrée bientôt en Formule 1, ou si ce n'est pas déjà fait. Mick Schumacher. Mick Schumacher fait son entrée en F1 cette année. Ouais. Malheureusement, avec l'écurie Haas dont on parlait tantôt. Avec la controverse. Avec la controverse. Ce qui est intéressant avec Mick Schumacher, on se rappelle que le sigle de 3 lettres qui identifiait son père, donc c'était MSC. C'est ça. Et pourquoi pas SCU ou SCH, comme le début de son nom, c'est parce qu'il courait contre son frère. Donc, pour différencier les deux Schumacher, c'était MSC et ARSC. C'est ça. Mick aurait pu utiliser SCH, mais il a demandé à utiliser MSC en hommage à son père. J'ai trouvé ça super. Ouais, c'est bien. Vraiment, j'ai trouvé ça fantastique quand j'ai vu ça. Et la F1, qui est très, très traditionnelle et très axée sur les règles, a accepté. Ils ont accepté, OK, parce que dans l'article que j'avais lu, en tout cas, quand je l'ai regardé, ça ne me disait pas que la F1 avait accepté, mais tu me dis qu'ils ont accepté, mais tant mieux. Donc, on va voir un Schumacher sur la piste cette année. Malheureusement, il ne sera pas dans une voiture qui va lui permettre de démontrer tout son talent.
Mais il faut qu'il fasse ses classes. Il faut qu'il fasse ses classes comme tous les pilotes. Ouais. C'est ça, j'allais demander. Moi, je le connais pas. Est-ce que vous croyez qu'il va rejoindre le talent de son père? Dans les séries mineures, il a vraiment été très fort. Michael Schumacher est une exception. Je pense pas que son fils se développe autant que Michael. Mais il y a des gènes. Oui, il y a des gènes. Il y a des gènes de Schumacher. Il va faire sa place. C'est ça. Ah non, c'est vraiment le fun de voir que la relève est là. Puis en plus, qu'il veut rendre hommage à son père. C'est très humble. Donc, la saison commence en fin de semaine. Wow! C'est parti. C'est parti. Jonathan, tu voulais nous parler d'art. Ben oui, en fait, moi, j'avais un sujet. Je l'ai encore, mon sujet. Mais aujourd'hui, je suis allé au Musée national des beaux-arts de Québec, puis je suis allé voir l'exposition de Turner et le Sublime, le peintre. Okay. Moi, honnêtement, je ne le connaissais pas du tout, mais j'avais vu des images à la télévision, je vais aller le voir. Puis finalement, j'ai tellement aimé ça, j'ai dit, il faut que j'en parle, parce qu'il faut que les gens aillent le voir. Et puis, il ne reste pas beaucoup de temps. L'exposition se termine le 2 mai. Et puis, à chaque fois que j'ai voulu, parce qu'il faut réserver en ligne, à chaque fois que j'ai voulu réserver, les journées se remplissaient très rapidement. Fait que s'il y a des gens qui veulent aller voir cette exposition-là, j'en parle pas beaucoup plus que ça, parce que je veux permettre aux gens de le découvrir par eux-mêmes. Passez-y, parce que c'est presque terminé. C'est presque terminé, puis c'est vraiment une exposition géniale. Là, ceux qui aiment la peinture, ils travaillent avec les tempêtes, avec les éléments de la nature. C'est superbe, c'est vraiment superbe. Des couleurs chaudes, des lumières. La lumière est impressionnante dans ces peintures. Puis il n'est pas dans un musée pour rien. Il y a du talent. Il y a du talent. Ben, merci du conseil, on ne manquera pas ça. Ben oui, c'est ça, on va aller voir ça. Je voulais vous demander, à vous trois, c'est quel est votre peintre connu que vous préférez? Oh, wow! Moi, j'ai beaucoup aimé, à une autre époque, l'impressionnisme. Donc, Monet, vraiment, là, si j'avais à répondre... Ça serait Monet. Ça serait Monet. Est-ce qu'il faut être loin ou... Non, ça peut être n'importe qui. Moi, je vais être honnête, puis c'est André qui me l'a fait découvrir. Laurie Marois m'a vraiment impressionné. Impressionné. Toi, tu t'es fait voler ton choix? Depuis tantôt, je suis en train de chercher un autre nom. Honnêtement, j'avais Rembrandt en tête. Oui, Rembrandt, magnifique. Je pense qu'il s'est imposé, en fait, de par son style. Mon deuxième choix aurait définitivement été Laurie Marois par, oui, effectivement, son art. Sa personnalité qui est incroyable également. C'est tout. Elle est sympathique, elle est talentueuse, incroyable. Ça fait un moment que je me dis, éventuellement, je vais mettre un peu de fond de côté, puis je vais m'acheter une de ses toiles parce que je trouve qu'elle fait des choses vraiment inspirantes. Je vous posais la question parce que... T'avais le goût de t'acheter un tableau? Je vais lire. Le blog je lis parce que son nom, j'ai de la misère à le dire, c'est Ken Bromley Art and Supply. Ils ont fait une étude. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les données de Google, ils sont allés pays par pays pour savoir quel artiste était le plus googlé. Ben voyons. Ouais. Puis ils arrivent vraiment avec des résultats intéressants. Là. Comme ici au Canada, c'est Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh est l'artiste le plus googlé au Canada. Et puis si on va aux États-Unis, c'est Frida Kahlo. Et puis là, si on va en Europe, on voit les racines, là, ils vont aller plus dans des peintres encore un petit peu plus anciens. Mais c'est vraiment intéressant. Là, on a la carte, je vais vous la mettre là, mais est-ce que la tournée de l'exposition Van Gogh qu'on a vue à Québec dans la dernière année... C'est ça que j'allais dire. Je crois que ça l'a influencé, exactement, parce qu'ils ont vraiment fait une tournée au Canada. Puis je ne sais pas si vous y êtes allé, là, mais c'est magique, là. C'est magique. Moi, je vous raconte une anecdote. J'ai acheté mes billets avec ma fille pour aller à Vincent Van Gogh. Et puis, j'avais pas remarqué. Je trouvais les billets chers, mais ça se peut, tu sais. Ça se peut. Fait que j'arrive au centre des congrès. Il y a une file pour rentrer. Là, je demande à la madame, c'est où qu'on va pour nos billets. Elle regarde mon billet, puis elle dit, vous êtes VIP. Ah ben. Gordon. Ah ben. Quand on a passé en avant tout le monde, c'est gênant. On a passé en avant tout le monde, on est rentré, puis on était tout seul. On était 2 mois, puis ma fille. Et puis, dans le fond, le grand gagnant, est-ce que vous êtes capable de deviner c'est qui? De tous les pays. Celui qui a gagné le plus de nominations dans les pays. Oui. Picasso, c'est ce que j'allais dire. Léonard de Vinci. C'est pas surprenant. Bon choix. Oui, effectivement, il mérite. C'est vrai, il mérite. Et puis Frida Kahlo arrive deuxième. Quand même. Frida Kahlo arrive deuxième avec 29 pays. Vincent Van Gogh, 24. Et Léonard de Vinci, au-dessus de 80. Quand même. Quand même, il y a vraiment une différence là, assez incroyable. Eh bien. Est-ce que sa victoire serait due au fait
qu'il n'a pas uniquement fait de l'art. C'est sûr. Oui, parce qu'écoute, il a fait plein de choses. Il a fait énormément de choses. Vraiment. Mais il est partout. Il est partout. Exact. Ouais. Ça n'enlève rien à son art, ceci dit. Non, c'est ça. Fait que, merci, Jonathan, de nous avoir parlé de ce petit coin d'art mondial. Un petit coin d'art mondial. Écoutez, c'est déjà la fin de l'émission. On vous remercie beaucoup d'être avec nous à chaque semaine. Je vous annonce qu'André va être avec nous régulièrement pour venir nous parler de mode, autant pour les sportifs que la culture. Et puis, ce que j'aimerais vous dire, c'est de continuer à partager nos émissions. Partagez-les parce qu'on a eu des beaux résultats la semaine passée. On est super contents. Il y a plein de monde qui nous suivent. Et puis, comme on a déjà dit à la première émission, vous avez des projets, vous avez quelque chose d'intéressant à nous conter, à faire savoir à la population de Québec. Communiquez avec nous au info.isqmedia@gmail.com ou sur notre site web, on a une section où vous pouvez nous écrire des commentaires ou sur notre page Facebook. Alors, merci encore une fois, puis ne manquez pas la semaine prochaine, ça va être un spécial Capitale de Québec avec Michel Laplante, Patrick Scalabrini et Charles Demers. C'est un rendez-vous. Bye bye.